Bonjour à toutes et à tous, c'est ravi de vous retrouver. Nous allons aujourd'hui parler des risques de faillite de l'État français. C'est vrai qu'il y a une semaine, les chiffres du déficit public sont sortis. J'étais à Tokyo, mais comme vous le savez, j'ai quand même fait une vidéo qui a d'ailleurs très bien fonctionné, 200 000 vues en une semaine. Merci beaucoup pour votre fidélité. C'est important de diffuser la bonne parole. S'il y a un an, nos dirigeants nous avaient écoutés, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui. C'est vrai qu'on le voyait, ce dérapage des comptes publics, et rien n'était fait malheureusement. Et aujourd'hui, le gouvernement, disons-le, panique. Il se demande comment va-t-il faire pour résorber, pour réduire ce déficit. Alors il ne veut pas augmenter les impôts, ce qui est une bonne chose, mais il ne veut pas non plus baisser les dépenses publiques. Donc comment va-t-on faire? Peut-être un magicien va arriver, un génie, on ne sait pas trop. Enfin, ça ne fait pas très sérieux tout ça. Et donc justement, il y a ce risque de faillite qui est là. C'est-à-dire que, est-ce qu'aujourd'hui l'État français, bien sûr, il va rembourser sa dette, mais est-ce qu'il n'y a pas des risques de dérapage encore de cette dette publique et donc parallèlement une augmentation des taux d'intérêt qui pourrait générer une grave récession qui est déjà d'ailleurs quasiment là. Alors évidemment, comme j'étais au Japon, alors on me dit oui mais bon, au Japon il y a une dette publique de quasiment, même plus de 250% du PIB. Donc arrêtez, en France on est à même pas 112%, donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Et c'est là que le problème, qui est le problème essentiel, d'où cette question, pourquoi la France, donc l'État français va-t-on dire, risque la faillite et pas le Japon? Vous allez voir des graphiques assez incroyables qui vont vous surprendre. Bien sûr, on terminera comme d'habitude par une bonne nouvelle et on y va tout de suite avec des chiffres qui viennent de sortir. Là par contre, ce n'est pas du tout une bonne nouvelle. C'est sorti aujourd'hui, donc mercredi 3 avril. Et bien justement, les chiffres du déficit de l'État français sur les 2 premiers mois de l'année. Donc on s'est dit, bon allez, 2023 c'est dramatique, 2024 ça va aller mieux. Eh bien non, déjà en mois de janvier on avait eu 25 milliards sur un mois. Et là, regardez bien, les chiffres viennent de sortir. 44,03 milliards sur 2 mois. Ce n'est pas le record absolu, l'année dernière c'était plus, également donc en 2021, mais c'est le 3e record de l'histoire des déficits de l'État français. Donc on commence mal l'année, ça c'est clair, et parallèlement si on voit le déficit de l'État, encore une fois, donc c'est hors collectivité locale et assurance sociale, eh bien si on regarde uniquement donc l'État, encore une fois, sur 12 mois, un déficit de 167 milliards d'euros sur 12 mois, c'est-à-dire 3 milliards de plus qu'il y a un an. Donc si l'année continue comme ça, c'est clair qu'on va encore battre des records de déficit public, ça sera évidemment dramatique, et donc, disons-le, donc ça c'est, on a eu les chiffres la semaine dernière pour 2023, comme vous vous souvenez, on a fait donc un déficit public de 5,5% du PIB, 154 milliards d'euros, formidable. Et bien pour cette année, j'ose le faire, comme je faisais il y a un an, j'avais annoncé également à peu près 5,5%, c'est ce qui s'est produit, on sera autour des 6% du PIB de déficit public, et au moins 165 milliards d'euros de déficit public. Donc voilà aujourd'hui les dangers qui nous menacent. Donc on n'est pas du tout dans les cordes, et quand on nous dit qu'on va réussir à réduire les déficits et même passer à 3% en 2027, bon d'ailleurs pourquoi pas 0, mais on voit bien qu'on n'est pas du tout, encore une fois, à l'aune de ce qu'il faudrait faire. Et si évidemment il y a plus de déficit, également plus de dettes, la dette, je rappelle ce chiffre assez incroyable, 3101 milliards d'euros de dette publique au 4e trimestre 2023. Habituellement, ça a plutôt tendance à baisser au 4e trimestre, mais non, là, ça continue d'augmenter, donc un nouveau record historique, un 718 milliards d'augmentation depuis le début 2020. Alors c'est que par rapport au PIB, ça baisse un petit peu, on est autour des 111,7%, mais néanmoins, ça reste très élevé, et surtout, les perspectives montrent que ça va continuer d'augmenter avec ce déficit donc qui va se creuser. Alors évidemment, là on arrive au Japon, on me dit mais oui mais au Japon, regardez bien, une dette publique, regardez, c'est la courbe rouge d'ici, ratio dette publique sur PIB, 253%, c'est évidemment énorme. Alors on dit en France, vous voyez, on est à 111,7%, bon, ça va, c'est pas si grave que cela, oui mais regardez bien, sur longue période depuis 1980, et ça va vous surprendre, eh bien donc la dette publique japonaise par rapport au PIB a été multipliée par 5,3, alors qu'en France, elle a été multipliée par 5,4. C'est complètement fou. C'est-à-dire que depuis 1980, le ratio dette publique par rapport au PIB a plus augmenté en France qu'au Japon. Et donc, on n'est pas du tout des bons élèves par rapport à nos amis japonais. Autre élément, la dépense publique.
Parce que aujourd'hui, le poids de la dépense publique, donc, qui a un petit peu baissé donc, en 2023, mais c'est quand même 57,3% de notre PIB, contre 42,3% au Japon. Ce qui veut donc dire qu'à la rigueur, les Japonais ont encore une marge de manœuvre pour encore augmenter éventuellement leurs dépenses publiques, si jamais ils augmentent aussi les recettes. Mais nous, ça paraît évidemment particulièrement compliqué. D'ailleurs, je vous rappelle que si on regarde les chiffres du FMI sur 2022-2023, donc en moyenne la France est à plus de 58,3%, nous sommes numéro 1 du monde évidemment. On voit la Belgique, la Finlande, tous les pays qui étaient devant nous il y a encore quelques années. Donc en termes de dépenses publiques par rapport au PIB, nous sommes numéro 1 incontesté. Vous voyez, les Japonais sont 33e par rapport donc, au PIB, selon les chiffres du FMI. Mais à la rigueur, on pourrait se dire, bon, ben, s'il y a beaucoup de dépenses, beaucoup de dettes, mais qu'il y a une croissance plus forte qu'au Japon, pourquoi pas? Et là aussi, surprise, c'est vrai que le Japon souffre depuis les années 90, il y a eu une déflation, une crise très grave, après une très forte croissance dans les années 80, mais il y a eu effectivement un effet de rattrapage finalement. Mais regardez bien, là aussi, depuis 1980, ça va vous surprendre. Le PIB, donc japonais hors inflation, évidemment ce qu'on appelle le PIB réel, a augmenté de 103,5%, c'est la courbe rouge, et la courbe bleue, donc pour nous les Français, ça a augmenté de 104,5%. Donc on le voit bien, seulement un point d'écart de croissance entre la France et le Japon depuis 1980, donc c'est-à-dire quasiment rien. Et ce, malgré une évolution de la population qui est bien plus forte en France. On le voit ici, donc la population a augmenté de 22,5% donc, depuis 1980, alors qu'au Japon, même ça baisse depuis quelques années. On est sur une hausse de seulement 6,7% depuis les années 80, ce qui veut donc dire qu'en termes de PIB par habitant, évidemment, eh bien, nous souffrons plus que les Japonais. Et d'ailleurs, si on regarde les classements mondiaux, en termes de PIB, là c'est le PIB en dollars courants, c'est que le Japon était deuxième dans les années 2000, il est aujourd'hui donc quatrième. Quant à la France, on passe de la 5e à la 7e place. Mais si on regarde le PIB en parité de pouvoir d'achat, ça veut dire en isolant les différences de pouvoir d'achat entre les différents pays, ben là le déclassement de la France malheureusement est bien plus fort. Le Japon il passe de la 3e à la 4e place et nous les Français de la 6e à la 10e place. Autre gros problème, le chômage, évidemment. Le taux de chômage qui est donc actuellement de 2,5% au Japon. Il a rarement augmenté, le maximum c'était 4%. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'emplois à vie, notamment au Japon. En France, 7,5% de taux de chômage, malgré aussi pas mal de personnes qui ont un emploi à vie, vous voyez de qui je veux parler. Mais globalement, on a cet écart qui est là. Et là c'est le chômage de catégorie A, bien entendu. Je rappelle que si on regarde le chômage, toutes catégories confondues, on est plutôt autour des 16% de taux de chômage en France et autour des 4% donc au Japon. Donc l'accroissement est encore, l'écart est encore plus élevé. Autre grande différence, c'est bien sûr les efforts d'innovation. Ce qui sauve encore le Japon malgré tout, c'est qu'il reste un leader en termes d'innovation, en termes de recherche-développement. Vous voyez, c'est à peu près 3,3% de son PIB. La France, c'est 2,2%. Mais comme le disait le général de Gaulle, des chercheurs qui cherchent, on en trouve. Des chercheurs qui trouvent, on en cherche. C'est toute la difficulté, évidemment. On est très bon dans la recherche. Pour la recherche appliquée, c'est plus compliqué. Et donc, ce qui veut dire que pour l'instant, le Japon, grâce à cela, résiste. Et donc, il y a une grande partie de sa dette qui va également à l'investissement, ce qui malheureusement n'est pas suffisamment le cas chez nous. Alors ça, donc c'est les écarts économiques. Donc malgré une dette publique qui finalement augmente plus en France depuis les années 80 qu'au Japon, vous voyez que économiquement parlant, malheureusement, on a beaucoup moins, je dirais, de bonnes performances qu'au Japon. Mais le plus important tient dans ce slide. Il y a 3 points, et là vous allez comprendre pourquoi, évidemment, on peut avoir 250% de dette publique au Japon et 112% chez nous, mais c'est plus grave chez nous, on risque malgré tout le faillite. D'abord, en termes de balance courante, le Japon a un excédent de sa balance courante. Cette année, c'est à peu près 3,3%, donc en 2023, à peu près la même chose en 2024, alors que nous, malheureusement, nous avons un déficit, vous voyez, en 1,4% du PIB en 2023, 0,3% de déficit en moyenne, alors qu'au Japon, on avait 2,9% en moyenne depuis 2000. Donc les Japonais sont finalement créanciers du reste du monde et nous on est débiteurs du reste du monde, c'est-à-dire on a besoin des capitaux étrangers. Deuxième élément très important, et là on va comprendre, la charge d'intérêt de la dette. Évidemment la dette publique ce n'est pas un problème, la dette tout court ce n'est pas un problème, si elle ne coûte pas trop cher. Et chez nous évidemment ça nous coûte à peu près 2% par an, 50 milliards d'euros, donc, et ça va bientôt monter à 75 milliards, donc ça sera plus que 2% donc, de notre PIB, alors qu'au Japon c'est 0,3% de leur PIB par an. Donc le coût n'est pas du tout le même. Voilà la grande différence entre la France et le Japon sur le fond de la dette publique. Et puis troisième grande différence, évidemment, c'est la part de la dette détenue par des étrangers.
Au Japon, 98%, alors ça dépend des chiffres, hein, c'est entre 95 et 98, mais même on dit 95, même 90, c'est énorme. Donc entre 90 et 98% de cette dette publique japonaise est détenue par des Japonais. Donc c'est quasiment rien par les étrangers, donc à ce moment-là, il n'y a pas besoin de faire appel à l'épargne étrangère pour financer cette dette. Par contre, chez nous, 52% de notre dette est détenue par des étrangers. Donc ça veut dire qu'on a besoin de leur financement pour éponger cette dette, hein, malheureusement. Donc ce qui veut dire que là, ça nous rend dépendants du reste du monde. Et ça, c'est donc les trois grandes différences qui font que la France peut tomber, évidemment, dans une faillite de son État, alors que le Japon, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Alors bien sûr, si on regarde en plus la dette publique par rapport aux recettes publiques, alors regardez bien, on est à 213% de notre PIB. Et si on regarde maintenant plus, sans trop parler du Japon, mais plus en revenant chez nous, on voit bien ici la dette publique qui a augmenté donc depuis 2007 de 151%, alors que le PIB n'a augmenté donc que de 47,6% en valeur, ça veut dire inflation comprise, donc en rapport de 3,2 fois plus. C'est ça qui évidemment est extrêmement coûteux. Si on se compare notamment à nos amis allemands, eux, la dette publique a augmenté donc de 62%, mais le PIB de 67% sur la même période. Donc là, vous voyez, ça colle, là c'est correct. Augmenter son PIB plus que sa dette, pourquoi pas? Alors à part si on est le Japon et que finalement c'est un modèle de société avec une dette qui coûte finalement peu cher, mais sinon, nous les Français par rapport à nos partenaires occidentaux, nous sommes très très mal. Vous voyez, la France est le pays où l'écart entre la variation de la dette et la variation du PIB est le plus élevé, donc 3,2 fois plus. Même les Américains, vous voyez, eux aussi la dette publique a augmenté de façon énorme, hein, bien entendu, mais l'écart c'est que 2,9 par rapport à la variation de leur PIB en valeur. Et surtout les Américains, je ne veux pas en parler trop longtemps parce qu'on n'aura pas le temps, mais ils ont le dollar, donc finalement c'est ce qui fait qu'ils arrivent eux aussi à éponger leurs dettes facilement, ce qui évidemment n'est pas le cas, mais regardez, même par rapport aux Italiens, aux Canadiens, à la zone euro au sens large, et même donc l'Allemagne, on l'a vu, même la Belgique finalement, vous voyez, un rapport de 1,3, donc on voit bien que on a complètement dérapé, pas seulement vis-à-vis du Japon, mais vis-à-vis également de nos partenaires. Alors maintenant, pour se terminer, pour savoir si vraiment nous sommes en faillite ou pas, en fait, comment on définit une faillite? Il suffit de regarder l'ensemble de la dette par rapport à l'ensemble des actifs. Alors déjà, on l'a vu ici, la dette publique française, c'est 3100 milliards, effectivement. Ça, c'est la dette publique officielle, j'ai envie de dire. Mais si on intègre la dette publique qu'on appelle du hors-bilan, avec notamment le paiement des retraites des fonctionnaires, donc c'est une dette à venir, mais qui n'est pas encore comptabilisée, mais elle est là, il faudrait bien payer les retraites des fonctionnaires. Alors regardez bien, on arrive donc sur un hors-bilan autour des 3453 milliards, c'est les derniers chiffres dont on dispose aujourd'hui, donc à fin 2022, on aura dans quelques mois ceux de 2023, il y a toujours un petit peu de retard, mais ça veut dire qu'on a au minimum 6 500 milliards d'euros de dette publique française, dette officielle, plus le hors-bilan, 6 500 milliards. On est compte, 95 000 euros par Français, 238,5% de notre PIB, 460% de nos recettes publiques. Alors évidemment, on me dit, oui, mais bon, c'est pas trop grave, parce que globalement, on peut vendre nos actifs, donc tout va bien. Je veux bien, mais comment on va vendre la Tour Eiffel, par exemple? Et puis ça vaut combien? C'est très compliqué, évidemment. Alors là aussi, on a, je dirais, le rapport de la Cour des comptes qui nous dit combien, et puis également les comptes du patrimoine calculés par l'INSEE, qui nous dit à combien on peut évaluer effectivement le patrimoine, l'actif total de la puissance publique française. Ça veut dire l'État, les collectivités locales, sociales, etc. Ça serait autour des 4 400 milliards d'euros, fin 2022. C'est pas mal, oui, mais c'est moins que 6 500. Donc ça veut dire que l'actif net est négatif, et ça on ne le dit pas assez. Même si on vend tous les actifs, encore une fois je ne sais pas comment on va les vendre, puis on ne vend pas comme ça les bijoux de famille n'importe comment, et bien on ne rembourse pas la dette, même si évidemment on n'aura pas à rembourser complètement cette dette, mais ça c'est la définition technique de la faillite. Quand on a effectivement donc un actif net négatif, ça veut dire plus de dette totale par rapport à ces actifs, et bien à ce moment-là, on est en faillite. Une entreprise, elle disparaît, l'État évidemment est différent d'une entreprise, mais tout de même, et en plus, quand cette dette ne nous coûtait pas grand-chose, ça pouvait encore passer. Donc ça nous coûte entre 50 et 75 milliards d'euros par an. Et là, on comprend bien la différence avec le Japon, comme j'évoquais tout à l'heure. Et même pour nous, pour nos enfants et pour nous-mêmes, ça, c'est un coût énorme. Et c'est pourquoi la France, aujourd'hui, malheureusement, est proche de la faillite. Et dans ces conditions, la note de la France va évidemment être dégradée, c'est inévitable. Alors, normalement, Standard & Poor's, donc c'est le 31 mai, Moody's & Fitch, c'est le 26 avril, mais attention, pour avoir une surprise, on pourrait le faire avant, parce que là, évidemment, c'est pourquoi le gouvernement s'active, panique un petit peu en disant, bon, ça y est, on va trouver des solutions, on ne sait pas trop lesquelles, mais je ne pense pas que là, ça va suffire, parce que là, il y a un problème de crédibilité
Les agences de notation, certes, elles ne sont pas très crédibles, mais là, quand même, il faut avouer la réalité, il faut dire les choses. Et donc, si on regarde, par exemple, sur la note du Japon, ils sont A+, donc ils ont une moins bonne note, là, le cran d'en dessous, donc chez Standard & Poor's et Fitch, et même chez Moody's, AA3, donc ils sont un cran en dessous, là, c'est nos notes à nous. Donc, ce qui veut dire que on va certainement être dégradé au moins au niveau du Japon, même si finalement le Japon est moins en danger que nous, malgré tout ce qu'on peut entendre. Et donc, à ce moment-là, si la note de la France est dégradée, évidemment les taux d'intérêt vont encore augmenter, là c'est le cercle pernicieux, c'est-à-dire que ça va augmenter le coût de les crédits, donc ça va faire baisser la consommation, l'investissement, donc plus de chômage, plus de déficit, plus de dettes, donc nouvelle dégradation et ainsi de suite. Voilà dans quelle situation nous sommes aujourd'hui. Encore une fois, ce n'est pas tombé du ciel. Ça fait des mois, des années que je préviens, et malheureusement, on n'a pas écouté, on a dit mais non. Je me rappelle des débats de certains économistes qui parlent encore aujourd'hui en disant non mais la dette publique c'est pas un problème, on a des actifs, tout va bien, on trouve des financements, ça coûte pas cher, etc. Et on voit où nous en sommes aujourd'hui, donc ce comportement doit cesser. On doit prendre enfin le taureau par les cornes pour arrêter tout cela. Alors, Monsieur Attal vient de nous dire, ça y est, c'est bon, vous inquiétez pas, on va réduire ce déficit. Comment? Alors, il lance des pistes ici ou là, sur un chômage, etc. Donc là, on nous dit, oui, on va faire une mission sur la taxation des rentes. Alors, on ne sait pas du tout ce que ça veut dire. Alors, certains ont vu l'assurance vie, le livret A, etc. Enfin, pour l'instant, on ne sait pas, très honnêtement, mais c'est vrai que ça fait un petit peu peur, tout ça. Et puis, ça fait un petit peu pas très sérieux. On fait encore une mission, etc. Alors qu'on sait très bien les mesures que nous devons prendre. Et c'est vrai qu'il y a un danger. C'est que, rappelez-vous, le total des actifs des ménages français, c'est 16 600 milliards d'euros. 6 250 milliards uniquement d'actifs financiers, donc le reste, c'est évidemment l'immobilier. Donc on se dit, oulala, tiens, il y a un petit pactole là, pourquoi pas on pourrait y toucher, ça pourrait être sympathique. Surtout pas, attention, ça serait évidemment une catastrophe. Par contre, bien entendu, le gouvernement peut augmenter des taxes, même s'il nous l'a promis qu'il n'allait pas le faire, mais les promesses n'engagent que ceux qui croient. Donc c'est vrai que là, aujourd'hui, le gouvernement est dans un corner. Alors ça serait pire avec d'autres, certainement, puisque, encore une fois, il faut aujourd'hui, je l'ai souvent dit, mener une thérapie de choc bienveillante pour relancer l'économie française. J'ai détaillé un peu tout ça il y a 2 semaines dans ma vidéo, donc je ne vais pas le refaire aujourd'hui. Je rappelle un petit peu les éléments importants. D'abord, moi je suis pour la baisse des impôts, évidemment, mais de grande ampleur, notamment sur la CSG, 30 milliards d'euros, également sur l'impôt sur les sociétés, et parallèlement, on va supprimer une grande partie des niches fiscales qui, finalement, si on baisse les impôts, elles n'auront plus lieu d'être. Donc là aussi, on aura une plus grande transparence de l'impôt. Il faudra également réduire les dépenses, notamment les dépenses de fonctionnement, bien entendu. On ne va pas réduire les dépenses, je dirais, de maladies de long terme, même sociales, mais il faudra là aussi penser à une plus grande efficacité. Mais déjà, les dépenses de fonctionnement, encore plus 29 milliards d'euros l'année dernière. Ce n'est pas sérieux. Il faut arrêter comme ça ce dérapage et cette non-considération finalement pour nous les Français. Comment utilise-t-on nos impôts? Bien sûr, le coût du travail qui doit être réduit en augmentant les salaires nets, l'innovation, les formations, le financement de l'économie avec des fonds d'investissement qui vont financer justement cette économie, et bien sûr développer la culture économique des Français, c'est ce qu'on fait ici. Je vous remercie encore bien sûr de votre fidélité, et encore une fois, il faut porter cette parole juste, évidemment, c'est-à-dire que dire la vérité, c'est important, puisqu'on a besoin aujourd'hui de prendre les bonnes mesures pour arrêter de faire n'importe quoi. C'est pas du libéralisme, encore une fois, comme j'entends, non, c'est simplement du bon sens. Voilà, si on avait pratiqué du bon sens depuis des années, on ne serait pas là aujourd'hui. Alors, je termine malgré tout par une bonne nouvelle qui vient de sortir également donc, pour la France, sur l'inflation française qui continue de baisser. Donc je rappelle que l'inflation, c'est le glissement annuel, évidemment, des prix, 2,4% aux normes européennes, 2,3% aux normes INSEE, c'est la courbe bleue ici. C'est sympathique à voir, c'est sûr, mais les prix continuent d'augmenter, encore 0,2% de hausse au cours donc, du mois de mars. Donc on voit bien que le glissement annuel baisse, mais c'est logique. Par contre, les prix continuent malheureusement d'augmenter, 15,6% de hausse depuis janvier 2021. Donc là aussi, ça n'arrange pas les choses, parce que le pouvoir d'achat est toujours en danger, donc ce qui limite notre croissance. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur ce dérapage des comptes publics. Encore une fois, les mesures existent. Encore faut-il avoir le courage de les prendre, mais je pense que malheureusement, nous allons vivre des semaines et des mois particulièrement difficiles pour la crédibilité et les comptes publics français. Et les Japonais avanceront, alors que nous, malheureusement, on restera à la traîne. Encore donc, merci pour votre fidélité. Continuez évidemment à mettre des pouces vers le haut, à vous abonner, à faire abonner, à même vous abonner donc Premium. Merci aussi pour avoir les slides. Je vous les envoie ensuite directement par mail. Donc, portez-vous bien, bonne continuation et à très bientôt.